Permettez-moi de vous dire quelque chose que la jardinerie de votre ville ne veut pas que vous découvriez. Il existe toute une catégorie de plantes posées sur ces étagères en ce moment. Des plantes qui sont bon marché, résistantes à toute épreuve et spécifiquement conçues par la nature pour rendre physiquement impossible la pousse des mauvaises herbes. Et la raison pour laquelle personne derrière ce comptoir ne vous a jamais accompagné jusqu'à ce rayon en vous disant « quote zéro », c'est parce que les mauvaises herbes sont leur modèle économique. Chaque sac d'herbicide de prélevé, chaque bouteille de désherbant, chaque heure que vous passez à genoux dans ce parterre de fleurs, c'est de l'argent dans leur caisse. Le jour où vous arrêtez d'arracher les mauvaises herbes, vous arrêtez d'acheter leurs produits. Je fais ce métier depuis plus de 25 ans. J'ai planté des milliers de mètres carrés de couvre-sol sur ma propre propriété et sur les propriétés de particuliers exactement comme vous. Et je peux vous dire en toute confiance que la plus grande erreur que je vois les jardiniers américains commettre année après année, c'est de passer leur week-end à combattre les mauvaises herbes au lieu de simplement les surpasser par la compétition. Vous travaillez contre la nature. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec elle. Je veux que vous restiez avec moi parce que le numéro 7 de cette liste est celui qui va complètement changer votre façon de voir cette zone morte, ombragée et sèche sous votre vieux chêne. Et le numéro 4 va vous empêcher de jamais traîner une tondeuse sur une pente à nouveau. Avant d'aller plus loin, indiquez votre état américain ou votre zone de rusticité USDA dès maintenant dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir où vous jardinez. Et cette information m'aide véritablement à créer du contenu qui est spécifique et utile pour vos conditions. Allons-y. Numéro 1. Le thym serpolet, Thymus serpyllum. Je veux commencer ici parce que le thym serpolet est la plante dont j'aurais aimé qu'on me remette une brochure quand j'avais 22 ans et que je débutais. S'il y a un couvre-sol sur toute cette liste qui fait le plus de travail pour le moins d'argent et le moins d'efforts, c'est peut-être celui-ci. Et la raison pour laquelle il fonctionne comme il le fait n'est pas seulement mécanique. C'est chimique. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des couvre-sols suppriment les mauvaises herbes en bloquant la lumière. Ils poussent suffisamment dense pour que les graines de mauvaises herbes dans le sol en dessous n'obtiennent jamais la lumière dont elles ont besoin pour germer. C'est efficace, et nous allons parler de plusieurs plantes qui font exactement cela. Mais le thym serpolet va un cran plus loin. Les racines et le feuillage de cette plante libèrent des composés volatiles naturels, et c'est un processus que les scientifiques appellent allélopathie, qui consiste essentiellement en ce que la plante envoie des signaux chimiques dans le sol environnant qui inhibent activement la germination et la croissance précoce des graines de mauvaises herbes concurrentes. Elle ne se contente pas de s'asseoir sur les mauvaises herbes, elle les décourage chimiquement de se manifester en premier lieu. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie en termes pratiques. Vous n'achetez pas un sac d'herbicide de prélevé qui coûte 12 à 18 $, que vous devez réappliquer toutes les 6 à 8 semaines, qui se dissout sous la pluie et dont vous n'êtes pas entièrement sûr qu'il soit sans danger pour vos petits-enfants qui rampent dessus. Vous plantez quelque chose une fois, une seule fois, et cette plante fait ce travail pour vous, automatiquement, chaque saison, sans que vous y touchiez. Le thym serpolet est une vivace tapissante qui ne pousse qu'à environ 5 à 8 cm de hauteur. Il s'étend vers l'extérieur pour combler les espaces vides, et il supporte magnifiquement le piétinement léger, ce qui le rend spectaculaire entre les pas japonais, le long des allées, aux bordures des parterres de jardin, ou partout où vous avez une zone basse de terrain où les mauvaises herbes continuent de revenir, peu importe combien de fois vous les arrachez. En été, il fleurit avec de minuscules fleurs roses à violettes dont les abeilles raffolent absolument. C'est un bonus pour lequel vous n'avez même pas payé de supplément. Pour les zones, le thym serpolet est rustique des zones USDA 4 à 9, ce qui couvre la grande majorité des États-Unis continentaux. Que vous soyez dans le sud, dans le Midwest, dans le Mid-Atlantique, dans le Pacifique Nord-Ouest, en Nouvelle-Angleterre, cette plante fonctionne pour vous. Si vous n'êtes pas sûr de votre zone, c'est exactement pour cela que je veux que vous indiquiez votre état dans les commentaires. Je vous le dirai. La variété que je recommande spécifiquement est le thym Elfine, pour des tapis très serrés et bas entre les pavés. Et le thym serpolet rouge, si vous voulez cette explosion de floraison rouge rosée estivale, combinée à un contrôle des mauvaises herbes toute l'année. Les deux sont largement disponibles, les deux sont bon marché.
Un plateau de thym serpolet coûte généralement 8 à 15 dollars dans une bonne pépinière et couvrira une surface significative en une seule saison de croissance. Plantez-le en plein soleil, dans un sol pauvre, n'amendez pas ce sol, ne fertilisez pas. Un sol pauvre est l'habitat naturel de cette plante. Et quand vous lui donnez un sol pauvre et le plein soleil, elle s'étend plus vite et se tisse plus étroitement qu'elle ne le ferait jamais dans des parterres de jardin riches et amendés. Arrêtez d'essayer de la dorloter, la négligence et la technique. Numéro 2. La bugle rampante, Ajuga reptans. Maintenant, je vais légèrement changer de sujet, parce que tout ce que je viens de vous dire sur le thym serpolet s'applique magnifiquement aux endroits ensoleillés. Mais si vous avez de l'ombre, et la plupart des propriétaires américains ont au moins un peu d'ombre, vous avez besoin d'une solution différente. Et la bugle rampante, Ajuga reptans, est sans conteste l'une des plantes les plus sous-estimées de toute la catégorie des couvre-sols pour les zones ombragées. Voici ce que la bugle rampante fait que la plupart des gens ne comprennent pas. Elle se propage via des stolons horizontaux, qui sont des tiges aériennes qui rampent vers l'extérieur et s'enracinent dans le sol partout où elles touchent terre. Une fois que ces stolons s'enracinent, ils produisent de nouvelles rosettes de feuillage qui envoient d'autres stolons qui s'enracinent à nouveau. Et ce processus continue jusqu'à ce que vous ayez un tapis dense et uniforme de feuillage qui est physiquement impénétrable pour la plupart des mauvaises herbes. Le tapis que cette plante crée est suffisamment serré pour que les graines de mauvaises herbes ne puissent littéralement pas trouver un bout de sol nu pour germer. Elles arrivent portées par le vent, elles se posent sur ces feuilles et elles ne vont nulle part. La bugle rampante supporte l'ombre partielle à l'ombre totale, ce qui signifie qu'elle prospère directement sous vos arbres, le long de la fondation nord de votre maison, le long des clôtures ombragées, partout où les plantes de plein soleil refusent de pousser et où la terre nue devient un aimant à mauvaises herbes chaque printemps. Elle tolère aussi le piétinement occasionnel, ce qui en fait une alternative raisonnable au gazon dans les zones où l'herbe refuse tout simplement de s'établir. Le feuillage existe en plusieurs cultivars remarquables. Black Scallop a un feuillage profond, presque violet chocolat, qui crée un tapis spectaculaire et riche, et produit des épis de fleurs bleu vif à la fin du printemps qui sont véritablement saisissants. Burgundy Glow présente un feuillage tricolore de vert, blanc et rose bordeaux, ce qui semble chargé, mais en pratique donne l'impression que quelqu'un a pris une décision artistique concernant votre paysage. Chocolate Chip est une variété miniature qui reste extrêmement serrée et soignée, ce qui la rend idéale pour les petits espaces ou entre les pas japonais. Cette plante est rustique dans les zones 3 à 9. Zone 3, cela signifie que si vous jardinez au Minnesota, au Wisconsin, dans les Dakota, dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, cette plante survivra à vos hivers sans hésiter. Plantez-la au printemps ou en automne, arrosez-la pendant la première saison pour qu'elle s'établisse, puis laissez-la tranquille. Elle ne veut pas d'engrais, elle ne veut pas de sol amendé, elle veut qu'on la laisse faire ce qu'elle fait naturellement, c'est-à-dire s'étendre et étouffer tout ce qui se trouve en dessous. Une remarque importante, ne plantez pas la bugle rampante là où elle aura un accès illimité à votre pelouse. Elle va s'infiltrer dans le gazon et créer une situation mixte et inégale qui peut être frustrante à gérer. Utilisez-la à l'intérieur de bordures de parterre bien définies ou dans des zones complètement séparées de votre gazon. C'est la seule étape de gestion que vous devez vraiment prendre avec cette plante et cela vous prend environ 30 secondes d'y réfléchir pendant la phase de planification. Numéro 3. La pachysandre du Japon. Pachysandra terminalis. Je veux vous parler honnêtement de la zone sous vos arbres matures, cet endroit où rien ne pousse, où le gazon a abandonné il y a des années, où vous étalez du paillis chaque printemps et où les mauvaises herbes le trouvent quand même. Où chaque été, soit vous vous agenouillez dans la terre pour arracher des choses, soit vous l'ignorez et vous vous sentez coupable chaque fois que vous passez devant. Si vous avez un endroit comme celui-là, la pachysandre du Japon est la solution spécifique qui vous manquait. Pachysandra terminalis est un couvre-sol vivace persistant qui se propage par des rhizomes souterrains, des structures racinaires horizontales qui voyagent sous la surface du sol et envoient de nouvelles pousses au fur et à mesure. Ce que cela crée au fil du temps est un tapis homogène et uniforme de feuillage vert foncé brillant qui remplit tout d'un bord à l'autre sans espace. Sans zone dénudée,
sans aucune de ces couvertures inégales et parsemées que vous obtenez avec des plantes qui se propagent en surface. Une fois établi, cela ressemble à ce qu'un paysagiste professionnel serait venu installer, et cela restera ainsi, sans aucune intervention de votre part. Voici ce que je veux vraiment que vous compreniez sur la façon dont cette plante supprime les mauvaises herbes. Elle opère sur 2 niveaux simultanément. Premièrement, la canopée dense de feuillage large et brillant bloque complètement la lumière qui atteint la surface du sol. Les graines de mauvaises herbes annuelles, celles qui arrivent portées par le vent chaque année, celles qui vous ont rendu fou dans ce parterre paillé l'été dernier, ont besoin de lumière pour germer. Supprimez la lumière et vous supprimez leur capacité à germer. C'est le premier niveau et il est très efficace en soi. Mais la pachysandre libère aussi des composés phénoliques depuis son système racinaire dans le sol environnant. Des substances chimiques qui réduisent activement l'émergence des mauvaises herbes au niveau biochimique. C'est le 2e niveau. Et ensemble, ces 2 mécanismes font de la pachysandre du Japon l'un des couvre-sols les plus complètement efficaces pour la suppression des mauvaises herbes qui existent. Elle prospère à l'ombre partielle à totale, ce qui correspond exactement aux conditions sous ces arbres matures où rien d'autre ne veut pousser. Elle est rustique dans les zones 4 à 8. La variété est particulièrement dense et serrée, créant une excellente suppression des mauvaises herbes. Variegata a un feuillage bordé de blanc, si vous voulez quelque chose avec un peu plus de contraste visuel dans les zones ombragées. Plantez-la à environ 15 à 20 cm d'espacement en automne ou au début du printemps. Arrosez-la la première saison, ne lui donnez aucun engrais. Dès la 2e année, elle se sera suffisamment étendue pour commencer à combler les espaces. Et à la 3e année, vous aurez une couverture qui semblera avoir toujours été là. Un mot d'honnêteté et de mise en garde. La pachysandre est lente la première année. Si vous la plantez en mai et que vous la vérifiez en août, et qu'elle n'a pas explosé à travers tout votre parterre, c'est normal. C'est une plante qui passe sa première saison à établir son réseau racinaire sous terre. Ce qui se passe sous la surface la première année est ce qui produit la propagation vigoureuse en surface les 2e et 3e années. Ne la remplacez pas, ne la déplacez pas, ne la fertilisez pas pour accélérer les choses. Donnez-lui simplement le temps qu'elle demande, et elle vous le rendra pendant des décennies. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je veux sincèrement que vous réfléchissiez à quelque chose un instant. Combien d'argent avez-vous dépensé à la jardinerie au cours des 3 derniers printemps pour remplacer des plantes qui sont mortes ou acheter des produits pour combattre des mauvaises herbes qui sont revenues aussitôt? J'ai parlé à des propriétaires qui dépensent 300, 400, voire 500 $ par saison en paillis, herbicides et annuels de remplacement. Et chaque printemps, ils repartent de zéro. Le bouton d'abonnement sur cette chaîne est gratuit. Cette information est gratuite. Chaque semaine, je publie du contenu qui est spécifiquement conçu pour mettre fin à ce cycle. Appuyez sur ce bouton maintenant pour que YouTube continue de mettre ces vidéos dans votre fil d'actualité. Et continuons parce qu'il nous reste encore 6 plantes à couvrir et certaines des meilleures sont encore à venir. Numéro 4, le Phlox mousse, Phlox subulata. Maintenant nous allons parler des pentes. Si vous avez une pente dans votre jardin, vous connaissez déjà le problème. Vous ne pouvez pas la tondre en toute sécurité. Vous ne pouvez pas garder le paillis dessus parce qu'il se retrouve en bas à chaque fois qu'il pleut. Les mauvaises herbes adorent ça parce que le sol nu et perturbé sur une pente est l'un des territoires les plus hospitaliers sur Terre pour les plantes opportunistes. Et la solution n'est pas plus d'herbicides, et ce n'est pas de niveler la pente à grands frais. La solution est le Phlox mousse, et je veux que vous notiez celui-ci. Phlox subulata est une vivace tapissante qui aime le soleil et qui maintient un feuillage dense en forme d'aiguille toute l'année, même en hiver. Et c'est le point crucial, toute l'année. Pas seulement pendant la saison de croissance quand tout est luxuriant. Quand le Phlox mousse entre en dormance en hiver, il ne disparaît pas. Le feuillage persiste, le tapis reste intact, et il continue de retenir le sol et de refuser l'espace aux mauvaises herbes, même en janvier. Quand vous combinez cela avec le fait qu'il prospère dans un sol pauvre, dans des conditions chaudes, sèches, pleinement exposé avec un minimum d'eau et zéro engrais, vous commencez à comprendre pourquoi c'est la meilleure solution unique pour ces situations difficiles de pente ou de zones brûlées par le soleil qui viennent à bout de tout ce que vous avez essayé.
Au printemps, le Phlox Mousse offre l'un des spectacles floraux les plus spectaculaires de toute la catégorie des couvre-sols. Nous parlons d'une cascade de fleurs roses, blanches, lavande ou magenta, si dense qu'elle cache complètement le feuillage en dessous. Pendant environ 3 à 4 semaines, cette pente ressemble à quelqu'un qui aurait déversé un seau de fleurs dessus. Puis les fleurs fanent, le feuillage redevient un tapis serré anti-mauvaises herbes et la plante ne vous demande absolument rien pour le reste de l'année. La variété que je recommande pour la plupart des propriétaires est Emerald Blue, qui produit de riches fleurs bleu lavande et une couverture de feuillage extrêmement dense. Candy Stripe vous donne des fleurs blanches avec un bord rose si vous voulez quelque chose avec un peu plus de motifs intéressants. Scarlet Flame offre un rose magenta intense que vous pouvez voir à 3 maisons de distance. Le Phlox Mousse est rustique dans les zones 3 à 9. Plantez-le en plein soleil. Donnez-lui un sol bien drainé ou aucun amendement de sol du tout. Espacez les plants d'environ 45 cm sur la pente. Ils rempliront complètement l'espace en 2 saisons. Après cela, votre seul travail est de leur donner une légère taille après la floraison pour les garder compacts et encourager une repousse dense. C'est la seule tâche d'entretien que cette plante requiert. Tout le reste se fait tout seul. Laissez-moi faire le calcul comparatif rapidement pour vous ici parce que cela vaut la peine de comprendre. Si vous avez une pente de 10 mètres que vous avez soit tondue dangereusement, soit fait entretenir par quelqu'un, et que l'entretien professionnel de pelouse coûte entre 40 et 80 $ par visite, même à 6 visites par saison, cela fait 240 à 480 $ par an pour cette pente. Un plateau de Phlox Mousse couvre environ 4 à 5 mètres carrés et coûte environ 15 à 20 $ en pépinière. Vous avez besoin de peut-être 4 à 6 plateaux pour cette pente. Vous envisagez un investissement unique de 60 à 120 $ qui élimine ce coût d'entretien de façon permanente. Faites ce calcul lentement. Numéro 5. L'aspérule odorante, Gallium odoratum. En voici une devant laquelle la plupart des gens passent à la pépinière sans jamais comprendre ce qu'elle fait. Et c'est une véritable occasion manquée. L'aspérule odorante est une vivace parfumée qui aime l'ombre et qui forme des tapis denses dans des conditions de type boisé humide. Et je veux vous parler de 2 choses qu'elle fait qui la rendent exceptionnelle. Premièrement, la densité de la couverture qu'elle produit est remarquable pour une plante d'ombre. Dans les bonnes conditions, l'aspérule odorante s'étend pour remplir complètement une zone, créant un tapis au niveau du sol de feuilles vert vif disposées en étoiles qui donne à ce parterre ombragé sous vos arbres un aspect intentionnel et conçu plutôt qu'abandonné. Le feuillage sent le foin fraîchement coupé, particulièrement quand il est froissé ou après la pluie, ce qui est soit un joli bonus sensoriel, soit, si vous ne vous y attendez pas, une expérience véritablement surprenante la première fois que vous le frôlez. Deuxièmement, et c'est là que la science devient intéressante, l'aspérule odorante contient de la coumarine et des composés analogues au juglone dans ses tissus végétaux. Le juglone est la même substance produite par les noyers noirs qui supprime la végétation concurrente en dessous d'eux, et les composés similaires dans l'aspérule odorante agissent biochimiquement pour inhiber la germination de certaines graines de plantes concurrentes dans le sol autour d'elles. Combinez cela avec l'exclusion de la lumière par sa canopée dense et la rétention d'humidité que son tapis crée à la surface du sol, et vous avez une plante qui combat les mauvaises herbes sur plusieurs fronts simultanément, sans aucune intervention de votre part. Elle pousse le mieux à l'ombre partielle à totale avec un sol limoneux constamment humide. Cela en fait la solution idéale pour ces zones ombragées, orientées au nord ou à l'est, avec un sol plus riche de type forestier, où la bugle rampante pourrait se dessécher et où la pachysandre pourrait être trop lente au départ. Au printemps, elle produit de petites fleurs blanches délicates qui sont véritablement charmantes. Rustique dans les zones 4 à 8. La seule condition que cette plante ne tolère pas est la sécheresse prolongée et le soleil direct d'été. Si vous la mettez en plein soleil ou dans un endroit sec, elle va peiner, s'éclaircir, et cet éclaircissement est exactement l'invitation que les mauvaises herbes attendent. Utilisez-la là où les conditions lui conviennent, humidité constante, ombre, sol raisonnablement bon, et elle vous récompensera pleinement. Numéro 6. L'orpin, sédum, espèce de sédum à croissance basse. Maintenant, je veux vous parler des endroits les plus rudes de votre jardin,
Les endroits où littéralement rien ne semble vouloir pousser. La bande sèche et rocailleuse le long du côté sud de votre allée. L'endroit graveleux à côté de la boîte aux lettres, où le sol est mince et la chaleur irradie du bitume tout l'après-midi. Le parterre surélevé ou le jardin de rocailles où même les mauvaises herbes ont du mal. La plupart des gens regardent un endroit comme celui-là et voient un problème. Je veux que vous le regardiez et que vous y voyiez un endroit où l'orpin à croissance basse va absolument dominer. L'orpin, spécifiquement les variétés couvre-sol de la famille des Crassulacées, sont des vivaces succulentes qui stockent l'eau dans leurs feuilles épaisses et charnues et sont spécifiquement adaptées aux conditions chaudes, sèches et pauvres en nutriments. Elles ne tolèrent pas simplement les conditions difficiles, elles les exigent. Donnez à l'orpin un sol riche et humide et il devient sujet à la pourriture et à l'étalement désordonné. Donnez-lui la situation rude, sèche et maigre qui vient à bout de tout le reste et il s'étendra en un tapis dense, serré et anti-mauvaises herbes d'une texture incroyable. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement dans ces endroits difficiles quand vous plantez de l'orpin bas. Le tapis que la plante forme est si dense et les conditions du sol en dessous sont si sèches et exposées au soleil que les mauvaises herbes annuelles, qui ont besoin d'une humidité constante pour germer, ne peuvent tout simplement pas s'établir. L'orpin les surpasse en compétition, non pas par une guerre biochimique, et pas entièrement en bloquant la lumière, bien qu'il fasse les deux dans une certaine mesure, mais en monopolisant les conditions environnementales. Il prend l'eau, il prend l'espace, il s'enracine dans chaque surface disponible. Et une fois qu'il est établi, l'arracher et recommencer n'est pas quelque chose que vous voudrez jamais faire, ce qui signifie que la couverture est effectivement permanente. Pour les variétés couvre-sol, je recommande spécifiquement Sedum spurium Dragon's Blood, qui produit un feuillage rouge-bronze profond et des fleurs rouge vif, et qui est l'un des orpins rampants les plus vigoureux disponibles. Full d'Aglut est un autre excellent cultivar de spurium avec des qualités similaires. Pour une texture légèrement différente, Sedum acre, communément appelé orpin acre ou poivre des murailles, crée un tapis vert vif d'aspect mousseux qui vire au jaune pendant sa période de floraison estivale. Sedum rupestre Angelina vous offre un feuillage doré chartreuse à orangé, selon la saison, et est spectaculairement ornemental tout en faisant un sérieux travail de suppression des mauvaises herbes. La plupart des orpins à croissance basse sont rustiques dans les zones 3 à 9. Plantez-les en plein soleil, dans un sol maigre, et arrosez-les uniquement pendant la période d'établissement. Après cela, votre travail est de ne rien faire. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à trop arroser et trop fertiliser, je vous le dis maintenant, résistez à cet instinct avec l'orpin. La négligence n'est pas une erreur ici. La négligence est la bonne technique de culture. Si vous avez la cinquantaine ou la soixantaine et que vous avez passé trop de printemps à remplacer des plantes qui n'étaient pas adaptées aux conditions de votre jardin, cette chaîne existe spécifiquement pour vous, pas pour le visiteur occasionnel qui a regardé 30 secondes et qui est passé à autre chose. Pour la personne qui est encore là parce qu'elle est sérieuse dans sa volonté de faire en sorte que son jardin travaille pour elle au lieu de contre elle. Si c'est vous, vous êtes exactement le public pour lequel cette chaîne a été créée. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer ce qui arrive, car dans un instant, je vais partager une section de connaissances supplémentaires qui couvre l'erreur la plus courante que les gens commettent lorsqu'ils installent des couvre-sols, et cela leur coûte une saison de croissance entière. Ne la sautez pas. Numéro 7. Le lamier maculé, Lamium maculatum. C'est celui que je vous ai promis plus tôt, la solution pour cette zone ombragée, sèche et difficile sous vos arbres matures, où presque rien ne pousse avec succès. Et je veux être honnête avec vous sur la raison pour laquelle cet endroit est si difficile. Les arbres matures rivalisent agressivement pour l'humidité et les nutriments du sol. Leurs systèmes racinaires s'étendent bien au-delà de la ligne d'égouttement de leur canopée, et ils surpasseront presque toutes les plantes que vous mettez en dessous pour l'eau pendant les périodes sèches. L'ombre sous une grande canopée mature peut être assez profonde, surtout en plein été quand l'arbre est en plein feuillage, et le sol sous les arbres établis est souvent compacté, sec et partiellement appauvri en nutriments. Vous demandez à un couvre-sol de pousser dans des conditions qui combinent simultanément le stress hydrique, l'ombre et la compétition racinaire. La plupart des plantes ne peuvent pas gérer les trois à la fois. Le lamier maculé, Lamium maculatum, gère les trois. C'est l'un des rares couvre-sols ornementaux qui fonctionne réellement en ombre sèche sous les arbres sans arrosage supplémentaire significatif une fois établi.
Le feuillage est véritablement magnifique, présentant des motifs panachés argent et vert qui illuminent considérablement une zone ombragée sombre. Au printemps, il produit des épis de fleurs roses, blanches ou violettes qui ajoutent une touche de couleur saisonnière bienvenue et il se propage rapidement par des stolons aériens pour combler les espaces et former un tapis dense qui empêche les mauvaises herbes de s'installer. Le cultivar Cote 1 a un feuillage presque entièrement argenté avec des fleurs blanches, et c'est l'un des couvre-sols les plus spectaculairement beaux que vous puissiez planter à l'ombre. Beacon Silver est similaire, mais avec des fleurs rose lavande. Et Greenaway présente un feuillage tricolore, vert, blanc et jaune, qui est véritablement accrocheur. Pink Pewter a des feuilles argentées avec des fleurs rose coquillage, et particulièrement vigoureux. Rustique dans les zones 3 à 8, plantez-le en nombre partiel à total. Espacez les plants d'environ 30 cm et donnez-leur une saison d'arrosage d'établissement. Après la première année, laissez faire. Ne fertilisez pas. En ombre sèche sous les arbres, là où vous pourriez vous attendre à dorloter cette plante, vous constaterez qu'elle vous demande très peu une fois que les racines sont en place. La densité de couverture qu'elle produit dans des conditions d'ombre difficiles est remarquable, et la suppression des mauvaises herbes dans ces zones est exactement ce dont vous avez besoin dans les endroits où les mauvaises herbes gagnaient par défaut. Numéro 8, le géranium à grosses racines, Géranium macrorhizome. La plupart des gens connaissent les géraniums comme les fleurs annuelles rouges en pot sur le porche que vous achetez chaque mai et jetez chaque octobre. C'est une plante complètement différente de ce dont je parle ici. Le géranium à grosses racines, Géranium macrorhizome, est un couvre-sol vivace rustique qui fonctionne à un tout autre niveau. Et il possède deux mécanismes spécifiques qui en font l'une des plantes les plus efficaces pour supprimer les mauvaises herbes que vous puissiez mettre en terre. Le premier mécanisme est physique. Le géranium à grosses racines développe un réseau racinaire dense et étalé de rhizomes épais juste sous la surface du sol. À mesure que ces rhizomes s'étendent vers l'extérieur, ils déplacent physiquement et étouffent les racines des plantes concurrentes. Vous ne couvrez pas simplement la surface. Vous occupez la zone racinaire, et c'est un niveau de compétition que la plupart des mauvaises herbes ne peuvent tout simplement pas surmonter. La plante revendique le territoire sous terre aussi complètement qu'elle le fait en surface. Le deuxième mécanisme est chimique. Le feuillage et les racines du géranium macrorhizome produisent des huiles aromatiques volatiles puissantes que vous pouvez sentir lorsque vous frôlez les feuilles. Ces composés font deux choses. Ils dissuadent les cerfs et autres animaux brouteurs, ce qui est un avantage significatif si vous êtes dans une zone avec une pression des cervidés. Et ils inhibent la germination des graines de mauvaises herbes dans le sol environnant, ajoutant une couche biochimique de suppression des mauvaises herbes en plus de la compétition racinaire physique. Vous obtenez deux stratégies indépendantes de contrôle des mauvaises herbes fonctionnant simultanément à partir d'une seule plante. Le feuillage est semi-persistant à persistant dans les climats plus doux, ce qui signifie que la couverture et la suppression des mauvaises herbes persistent tout l'hiver dans les zones 5 à 8, sa plage de rusticité complète. Au printemps, il produit d'attrayantes fleurs roses à magenta sur des tiges qui s'élèvent au-dessus du feuillage. Le cultivar Bivans Variety a de riches fleurs magenta rose et une vigueur exceptionnelle. Ingwersen's Variety produit des fleurs roses coquillage plus douces et tend à s'étaler un peu plus agressivement, ce qui est exactement ce que vous voulez pour un couvre-sol. Côte 7 a des fleurs blanches avec des étamines roses. Si vous voulez quelque chose de plus clair en couleur, plantez-le au soleil ou à l'ombre partielle. Il s'adapte bien à un sol moyen à sec une fois établi. Arrosez-le la première saison pour établir ses rhizomes, puis prenez du recul. Les huiles volatiles que j'ai mentionnées ne sont pas seulement des répulsifs contre les mauvaises herbes. Ce sont elles qui donnent à cette plante une odeur extraordinaire dans le jardin. C'est l'une de ces plantes qui vous donne l'impression d'avoir pris une décision intelligente chaque fois que vous passez devant. Pensez à une personne en ce moment. Une personne dans votre vie dont vous savez qu'elle dépense de l'argent chaque printemps à la jardinerie pour acheter les mêmes choses qui meurent, arracher les mêmes mauvaises herbes qui reviennent, mener les mêmes batailles dans son jardin année après année. C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être votre sœur ou votre frère, c'est peut-être quelqu'un de votre groupe paroissial ou de votre quartier que vous avez vu passer des week-ends entiers à genoux dans son jardin. Envoyez cette vidéo à cette personne maintenant. Pas plus tard, maintenant, avant de fermer cet onglet, parce que ce que nous avons couvert aujourd'hui n'est pas une astuce ou un truc.
C'est une information qui change la façon dont une personne pense à son jardin de manière permanente. Les plantes de cette liste ne sont pas des gadgets, elles sont le résultat de 25 ans d'observation de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans de vrais jardins américains à travers de vrais climats américains. Numéro 9, le liriope, Liriope spicata et Liriope muscari. Je veux vous parler d'adaptabilité, car l'une des frustrations les plus courantes que j'entends de la part des propriétaires est que leur jardin présente des conditions radicalement différentes selon les zones. Plein soleil côté sud, ombre profonde côté nord, sol sec et compacté sous les avant-toits, où la pluie n'atteint jamais, sol humide et organique dans les zones basses. Si vous cherchez une seule plante qui gère tout le spectre de ces conditions et qui fournit quand même une suppression fiable des mauvaises herbes dans toutes ces situations, le liriope est la réponse. Le liriope est une vivace d'aspect graminéen, bien que ce ne soit pas une vraie graminée. Il forme des touffes denses et arquées de feuilles vert foncé en forme de lanière qui s'entrelacent à mesure que les plants s'étendent, créant une couverture uniforme que les mauvaises herbes trouvent véritablement difficile à pénétrer. Le mécanisme ici est la densité physique de la masse foliaire combinée à une compétition racinaire profonde. Et une fois que le liriope est établi et s'est étendu pour former une couverture complète, les besoins en entretien tombent essentiellement à zéro. Il y a deux espèces principales à comprendre. Liriope spicata, le liriope rampante, se propage par des stolons souterrains et remplit agressivement l'espace, ce qui le rend excellent pour les grandes surfaces où vous voulez une couverture rapide. C'est celui à utiliser sur les pentes nues, sous les arbres ou dans les grandes zones problématiques où vous avez besoin que la couverture se referme rapidement. Liriope muscari, le grand liriope bleu, forme des touffes qui s'étendent plus lentement et restent là où vous les mettez de manière plus fiable, ce qui en fait le meilleur choix pour des massifs plus petits et définis ou pour les bordures. Les deux produisent d'attrayants épis de fleurs violettes en fin d'été qui attirent les pollinisateurs. Quote 8 est le cultivar classique de Muscari. Quote 9 a un feuillage rayé de blanc qui est remarquable. Quote 10 est l'une des meilleures options pour les zones chaudes et totalement exposées qui brûleraient la plupart des autres couvre-sols. Les deux sont résistants aux cervidés. Les deux sont tolérants à la sécheresse une fois établis. Les deux supportent tout, du plein soleil à l'ombre dense. Zone 5 à 10 pour la plupart des variétés et certains cultivars vont jusqu'à la zone 4. Si vous avez une propriété avec des conditions très variables et que vous voulez simplifier votre stratégie de couvre-sol, le liriope vous donne une réponse fiable qui fonctionne dans toutes les situations. Numéro 10, le Masus rampant, Masus reptans. Je veux terminer cette liste avec une plante que la plupart des propriétaires n'ont jamais entendu parler, et je veux vous dire d'emblée que l'obscurité de cette plante est totalement imméritée. Le Masus rampant est l'un des couvre-sols bas les plus parfaitement conçus qui existent pour des conditions spécifiques. Et ces conditions décrivent exactement le type de zone problématique qui rend les jardiniers absolument fous. Voici la situation que le Masus résout. Vous avez une zone à faible passage, peut-être entre des pas japonais, le long d'un chemin, dans une légère dépression qui retient un peu d'humidité, à l'ombre partielle avec une humidité du sol raisonnablement constante. Vous avez besoin de quelque chose qui ne pousse qu'à 5 cm de haut, qui supporte un piétinement léger sans mourir, qui s'étend régulièrement pour combler les espaces et supprimer les mauvaises herbes, sans devenir le cauchemar envahissant que certains couvre-sols peuvent devenir si vous n'y faites pas attention. C'est un ensemble d'exigences très spécifiques, et le Masus reptans les remplit toutes. Il se propage par des tiges rampantes qui s'étalent à la surface du sol et s'enracinent partout où elles entrent en contact, un mécanisme similaire à celui de la bugle, mais à une échelle beaucoup plus contenue et contrôlable. Il forme un tapis dense et bas de petites feuilles vert vif qui restent constamment à environ 5 cm de haut, sans aucune tonte ni taille. À la fin du printemps et au début de l'été, il produit de petites mais charmantes fleurs violettes et blanches qui sont disproportionnellement attrayantes pour une plante aussi rase. Et parce qu'il reste si bas et si dense, les mauvaises herbes n'ont tout simplement aucun espace ni lumière disponible pour s'établir dans une plantation de Masus bien couverte. Le Masus rampant est rustique dans les zones 5 à 8, il prospère à l'ombre partielle avec une humidité constante. Il ne supporte pas la sécheresse prolongée ni le plein soleil brûlant, alors soyez honnête avec vous-même sur vos conditions lorsque vous décidez où l'utiliser. Au bon endroit, le long d'un chemin de pierre ombragé, entre des pavés dans une zone partiellement ombragée, dans un point bas qui retient l'humidité, c'est essentiellement une plante parfaite.
Personne ne vous en parle parce qu'elle n'a pas besoin d'être remplacée chaque année. Elle n'a pas de budget marketing. Elle ne finance pas un présentoir à l'entrée de la jardinerie. Mais c'est exactement le genre de plante qui, une fois que vous la découvrez, vous fait vous demander pourquoi il vous a fallu si longtemps. Section de connaissances supplémentaires. L'erreur d'installation de couvre-sol qui vous coûte une année entière. Je veux que vous fassiez bien attention parce que c'est l'erreur la plus courante que je vois les propriétaires commettre lorsqu'ils installent des couvre-sols, et elle annule une énorme partie du travail que vous avez accompli. Ce n'est pas une erreur que la plupart des gens font 2 fois, mais le temps que vous réalisiez ce qui a mal tourné, vous avez perdu une saison de croissance entière. Voici l'erreur. Les gens installent des couvre-sols directement dans une population de mauvaises herbes existantes sans avoir correctement nettoyé la zone au préalable. Puis ils s'attendent à ce que le couvre-sol gagne. Il ne gagnera pas. Peu m'importe la vigueur de la plante, peu m'importe ce que dit l'étiquette à la pépinière. Si vous mettez vos nouvelles plantes dans une zone qui a déjà des racines de mauvaises herbes vivaces établies dans le sol, en particulier des choses comme le lierre terrestre, le liseron, le chien-dent ou le chardon du Canada, ces mauvaises herbes établies ont un système racinaire qui a déjà une longueur d'avance sur vos nouvelles plantes. Elles pousseront plus vite. Elles rivaliseront pour l'humidité et les nutriments exactement au moment où vos nouvelles plantes sont les plus vulnérables, c'est-à-dire pendant l'établissement, et elles gagneront. L'approche correcte avant de planter tout couvre-sol est de préparer le site. Il y a plusieurs façons de le faire selon votre situation et vos préférences. La méthode non chimique la plus efficace pour une zone complètement nue ou fortement envahie est la solarisation. Vous tondez ou coupez les mauvaises herbes aussi bas que possible, vous mouillez le sol abondamment, puis vous couvrez toute la zone avec une bâche en plastique transparent et vous lestez les bords. Laissez-la en place pendant 4 à 8 semaines, pendant la période la plus chaude de l'été. La chaleur qui s'accumule sous ce plastique tue les graines de mauvaises herbes, les racines et les pathogènes du sol sur une profondeur significative. Le temps que vous retiriez le plastique, vous avez un lit de semences propre qui donne à vos couvre-sols une véritable longueur d'avance. Si la solarisation n'est pas pratique pour votre calendrier, la meilleure option suivante est le paillage en couche. Posez des sections chevauchantes de carton brun ordinaire directement sur le sol par-dessus les mauvaises herbes. Mouillez le carton abondamment, puis couvrez-le de 8 à 10 cm de paillis de copeaux de bois. Le carton étouffe les mauvaises herbes existantes en bloquant toute lumière et tout oxygène. Il se décompose également en une saison de croissance et ajoute de la matière organique à votre sol. Vous pouvez planter directement à travers le carton et le paillis en découpant un X, en repliant les rabats, en plantant votre couvre-sol et en repliant le carton autour de la tige. Cette méthode supprime les mauvaises herbes pendant la période d'établissement, quand vos nouvelles plantes sont les plus vulnérables et elle leur donne le meilleur départ possible. La troisième option, et celle que j'utilise quand j'ai affaire à une zone problématique avec des mauvaises herbes vivaces à racines profondes, est une combinaison d'arrachage physique suivie d'une période d'observation de 2 à 3 semaines avant la plantation. Vous déterrez autant du système racinaire des mauvaises herbes que vous pouvez atteindre. Attendez 2 à 3 semaines que les racines manquées repoussent. Retirez ces repousses avant qu'elles ne puissent photosynthétiser et recharger les racines, puis plantez immédiatement. L'objectif est d'épuiser les réserves racinaires des mauvaises herbes vivaces avant que vos nouvelles plantes ne soient mises en terre. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le principe est le même. Commencez vos couvre-sols avec le lit de semences le plus propre possible et donnez-leur l'avantage d'être la première plante établie dans cet espace. Si vous faites correctement la préparation du site et si vous choisissez la bonne plante pour vos conditions spécifiques, le couvre-sol fait le reste. Vous avez terminé. Plus de désherbage, plus de pulvérisation, plus de genoux dans la terre chaque week-end. C'est tout l'intérêt. Je veux être totalement honnête avec vous sur ce qu'est cette chaîne et ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une chaîne qui a des sponsors payants pour que des produits spécifiques vous soient recommandés. Il n'y a pas de lien d'affiliation caché dans la description pour des produits qui se trouvent être majorés de 300%. Personne ne signe un chèque pour que son engrais ou son herbicide ou son désherbant soit mentionné ici. Cette chaîne existe parce que les jardiniers américains méritent une information honnête et spécifique, pas seulement de belles photographies et des descriptions de plantes enthousiastes qui omettent les faits les plus importants, pas seulement le nom latin et un résumé joyeux. La vraie information, y compris ce qui peut mal tourner,
quelles conditions comptent vraiment, ce que les entreprises chimiques vous vendent avec une marge depuis des décennies, et qu'une plante à 12 $ peut remplacer définitivement. Vous regardez cette chaîne parce que vous avez déjà dépensé assez d'argent pour des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez mérité le droit d'avoir un jardin qui travaille pour vous, qui gère ses propres mauvaises herbes, qui ne vous oblige pas à être à genoux dans la chaleur d'août chaque samedi matin. Si vous avez la cinquantaine ou la soixantaine ou plus, c'est encore plus vrai. Votre temps et votre corps sont trop précieux pour les passer à combattre des mauvaises herbes qu'un couvre-sol peut gérer automatiquement. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose de votre part. Indiquez votre État américain ou votre zone de rusticité, USDA, dans les commentaires maintenant. Dites-moi quelle plante de cette liste vous a le plus surpris, ou laquelle vous allez mettre en terre en premier. Cette information fait deux choses. Elle m'aide à créer du contenu spécifique à votre climat et vos conditions, et elle aide les autres jardiniers qui lisent les commentaires à comprendre ce qui fonctionne dans leur région grâce à de vraies personnes avec une vraie expérience. C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez ajouter à cette conversation. Posez la question honnête que je poserai toujours à la fin de chaque vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne après tout ce que nous avons couvert ensemble aujourd'hui, je veux sincèrement comprendre pourquoi. C'est gratuit, c'est là chaque semaine, c'est conçu spécifiquement pour les jardiniers qui veulent de vraies informations et un vrai jardin qui fonctionne réellement. Appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine.